Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous ramène cette machine, elle ne fonctionne pas, je veux un remboursement. Bonjour monsieur, vous avez l'air furieux. Vous avez acheté une machine qui est défectueuse. On voit très bien ici que Franck, cette fois-ci, parvient à qualifier la colère de son client et à surtout ne pas se laisser emporter par cette même colère. On voit qu'il refuse de prendre et de partager la colère de son client. Franck parvient à éviter la compassion et qu'il commence à ouvrir une communication empathique. Alors je rappelle que la différence entre compassion et empathie se fait dans le ressenti de l'émotion. La compassion, qui vient du latin cum passio, veut dire souffrir avec, au sens littéral. On partage l'émotion de l'autre en la ressentant nous-mêmes, alors que l'empathie, c'est la compréhension de l'émotion de l'autre sans partager, sans vivre la même émotion que l'autre. L'idéal, c'est d'arriver à être empathique, c'est-à-dire, bien sûr, complètement concevoir la colère de son client parce qu'il a acheté une machine qui ne fonctionne pas, sans pour autant être en colère nous-mêmes. La phrase sur laquelle j'ai envie d'attirer votre attention, c'est lorsqu'il dit « je veux un remboursement ». Ici, le client a ce qu'on appelle une exigence. Lorsqu'on entend une exigence ou qu'on émet une exigence, on les reconnaît par le fait qu'une exigence laisse à notre interlocuteur uniquement deux choix possibles. Soit on se soumet à son exigence, soit on se rebelle à l'exigence. Soit Franck se soumet à l'exigence du client et le rembourse, soit Franck ne se soumet pas à l'exigence du client et à ce moment-là il se rebelle et il rentrera dans un conflit clairement ouvert. Le truc c'est que Franck n'a pas énormément d'informations pour savoir s'il va pouvoir rembourser le client ou pas. Du coup il est bien embêté pour répondre d'emblée à l'exigence du client. Quand vous êtes en mode chacal et que vous émettez une exigence, vous prenez un risque énorme. Vous prenez le risque que la personne en face ne cède pas à votre exigence et donc vous rentrez directement en conflit avec elle. En fait, quand on fait des exigences, c'est très souvent qu'on n'a pas appris à émettre ce qu'on appelle des demandes. Ici, je cite Marshall Rosenberg qui lui parle de demandes tournées vers la satisfaction des besoins. Alors idéalement, cette demande peut se faire en langage d'action positif. S'il avait émis une demande, il aurait probablement mis son besoin au centre de sa demande. De quoi est-ce qu'on a besoin quand on souhaite un remboursement? On peut demander de l'aide, puisque lui-même ne peut pas se rembourser lui-même, il a besoin de l'aide de la personne derrière le comptoir du SAV, et donc il pourrait lui demander « j'aurais besoin d'aide pour obtenir un remboursement sur ce produit qui ne fonctionne pas ». Ça paraît subtil. Il y a cependant une différence majeure. Si la personne en face de vous refuse de contribuer à la satisfaction de votre besoin, du genre « écoutez, je ne peux pas vous aider », comme d'emblée on a pris la responsabilité de notre besoin, eh bien on peut tout à fait aller chercher de l'aide ailleurs. Ainsi, on pourrait dire « écoutez, clairement, je vois que vous ne pouvez pas me donner l'aide dont j'ai besoin, vers qui est-ce que je peux me tourner pour obtenir de l'aide ?» Ou alors « j'aimerais parler à votre manager pour obtenir l'aide dont j'ai besoin ». En fait, faire des demandes, c'est se mettre dans les meilleures conditions possibles pour s'affirmer et mettre des demandes très fermes, tout en laissant la liberté à l'autre de contribuer ou de ne pas contribuer à la satisfaction de notre besoin. Encore ici, ce que fait Franck, c'est qu'il joue sa carte miroir en reformulant ce que dit la personne et il essaye aussi, il fait une tentative d'étiquetage aussi. Qu'est-ce que c'est que l'étiquetage? Il essaye de qualifier l'état émotionnel de la personne qu'il a en face. Or ici, il choisit de le faire sous la forme de « j'ai l'impression » ou « vous avez l'air en colère ». Donc ici, l'étiquetage et le miroir de Franck a fonctionné, il a touché juste et la seule chose que le client peut répondre, c'est effectivement ce qu'il est en train de vivre. En faisant ça, il fait comprendre directement à la personne en face qu'il a bien reçu le message qui avait été transmis. C'est très rassurant pour votre interlocuteur d'entendre de votre bouche la situation qu'il vient de vous décrire. Alors là, le côté rassurant, ça ne se voit pas forcément sur la tête du chacal, mais encore une fois, c'est probablement qu'il manque encore quelques éléments émotionnels et quelques besoins insatisfaits que nous n'avons pas encore identifiés. Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. Ok. Bon et alors, vous allez voir mieux ou quoi? Je vous dis, tenez, j'ai le ticket de caisse. Vous êtes en colère? Ok, donc là, ce qui est en train de se passer, je voulais voir si Franck allait se sentir déstabilisé par la manifestation d'une émotion un peu plus intense de la part du client. Alors ici, je fais plusieurs hypothèses sur l'état émotionnel de ce client. Le fait qu'il accélère un petit peu le rythme de la conversation, le client montre une impatience. Très souvent, et notamment dans un contexte de service après-vente, l'impatience du client peut trouver sa racine dans plusieurs besoins insatisfaits que je suis sûr vous reconnaîtrez si jamais vous avez déjà été confronté à une situation similaire. Cette impatience, ça peut être une inquiétude. L'inquiétude, c'est un sentiment qui découle de l'émotion de la peur. L'inquiétude que la personne en face ne va pas répondre à l'exigence que l'on vient d'émettre, donc à l'exigence du remboursement. Et la cause de cette inquiétude, c'est probablement un besoin d'écoute ou alors un besoin d'aide qui n'est pas satisfait, un besoin de soutien, un besoin de compréhension. La liste est longue, mais c'est justement pour ça qu'on va faire des hypothèses, c'est pour essayer d'identifier précisément quel est le besoin. Je veux que je suis en colère. Et j'aimerais pouvoir vous aider. Bah, vous êtes payé pour ça, non? Ok, donc là, on a quelque chose d'assez intéressant. Franck émet clairement une demande qui lui est propre. Il lui dit « j'aimerais pouvoir vous aider ». Donc là, on a une demande parfaite en langage d'action positif. J'aimerais pouvoir vous donner l'aide
dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, ça sèche un petit peu le chacal parce que il fait cette réaction qui dit encore heureux. Et là, Franck, il arrive à déstabiliser le chacal. Le truc, c'est qu'il est en face de lui un chacal très malin qui ne lui a pas fait de cadeau. On a le chacal qui répond vous êtes payé pour ça, non? Et là, moi, ce que je vois, c'est un chacal qui se débat. Un chacal qui perd le contrôle de la situation. Et cette perte de contrôle de la situation, le contrôle, c'est un besoin, besoin de contrôler la situation. La perte de contrôle, ça va créer un sentiment négatif. Chez le chacal, il a besoin d'être rassuré. Très probablement que ce chacal, ce n'est pas la première fois qu'il se rend dans un SAV et qu'il a peut-être eu des mauvais souvenirs. C'est-à-dire qu'il a peut-être en tête des fois où il a essayé d'obtenir un remboursement de la part d'un SAV et il n'a pas obtenu ce remboursement. Ainsi donc, je pense que ce chacal, il essaye avec l'intensité de sa colère et de son impatience, il essaye de soumettre son interlocuteur pour qu'il fasse ce qu'il veut. Or, en faisant une demande claire et en reformulant comme l'a fait Franck, eh bien ce chacal, il s'aperçoit bien qu'il n'a plus les leviers de soumission nécessaires pour que la personne en face de lui cède à son exigence. Vous êtes payé pour ça, non? En effet. Je vous ai mouché ou quoi? C'est votre premier jour, monsieur? Oui. Alors en fait, là, ce qui se passe, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que Franck n'a pas vu qu'il était en train de justement créer la communication avec son chacal et qu'il s'est laissé déstabiliser par le dernier commentaire du chacal qui était vous êtes payé pour ça, pas vrai? Il cherchait dans les techniques qu'il connaît en théorie, soit de la reformulation ou soit de l'étiquetage, il a cherché quelque chose à dire. Or, il ne l'a pas trouvé. Et en fait, c'est un mélange de la déstabilisation du dernier commentaire et de toutes ces pensées qui se sont mélangées qui a fait qu'il a été déstabilisé. Le chacal a saisi cette ouverture pour reprendre la maîtrise et il lui balançait un truc du « c'est votre premier jour » et Franck qui s'échappe, qui n'avait qu'une envie, c'était d'arrêter de jouer, qui dit oui et donc du coup c'est le chacal qui a pris le dessus. Alors ici ce qu'on peut dire c'est que faire quand comme Franck on ne trouve pas les mots, qu'on est bloqué parce qu'il y a une phrase du chacal qui a fait mouche et qui nous a déstabilisés. Eh bien moi ce que je vous invite à faire c'est de faire exactement le même exercice pour vous-même. C'est-à-dire d'étiqueter, de faire le miroir, de dire ce qui se passe en vous, ce qui est vivant en vous, pour déstabiliser ou surprendre le chacal et renverser la situation. Ainsi, Franck aurait pu choisir de dire « Écoutez, monsieur, je suis déstabilisé, il m'a semblé être très clair dans le fait que j'allais vous aider et je ne vois pas que vous êtes rassuré pour autant. » Vous voyez qu'en disant ça, en fait, on ne fait que parler de ce qui est vivant en nous et on va demander à l'autre de nous montrer, en maîtrisant ses émotions, de nous montrer qu'il a bien reçu le message. Et ça ouvre la porte également à aller chercher un petit peu plus sur l'inquiétude de ce chacal, sur son expérience avec les services après-vente, parce que je pense qu'effectivement, c'est le problème de ce chacal. Il a probablement eu de très mauvaises expériences dans le passé avec le service après-vente, et du coup, il anticipe une souffrance possible, ou en tout cas un refus de son exigence, qui est d'obtenir un remboursement.